Vous êtes sur Medi 1 TV Afrique. Madame, Monsieur, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro du Talk Afrique. Il y a quelques semaines, en Côte d'Ivoire, se tenaient des élections locales. Des élections qui se sont passées tantôt dans la violence, tantôt dans le calme. On revient aujourd'hui sur le bilan de ces élections-là. Quelles leçons tirer de ces élections? Quel impact sur le vécu des populations? On en parle aujourd'hui avec Jean-Claude Kouassi, Jean-Claude Koulibaly, journaliste, chef du service politique, consultant. Soyez les bienvenus. Merci, merci. Et avec nous pour débattre de ce sujet, Monsieur Yeo Kabané Oumar, maître assistant, enseignant-chercheur. C'est bien cela? Yeo Kabané, merci bien. Soyez les bienvenus sur le plateau de Medi 1 TV. Alors, d'entrée de jeu, la Côte d'Ivoire sort de ces élections locales. Quel bilan tirer à chaud, Monsieur Jean-Claude? Je pense que je dirais que c'est un bilan plus ou moins mitigé, parce que les élections se sont déroulées à certains endroits, en tout cas dans le calme, la plupart en tout cas des circonscriptions, des régions, des communes, et à quelques communes près, il y a eu vraiment des échauffourées. Malheureusement, il y a eu mort d'hommes, il y a eu des blessés, ce qu'on déplore nous tous. Et ça vous dit que ces élections, comme nous le voulions, ne se sont pas déroulées aussi bien au plan sécuritaire et au plan même de l'ordre républicain. Voilà. Donc c'est ce qu'on peut déplorer. Mais sinon, dans l'ensemble, nous pensons qu'il y a eu quand même une certaine avancée démocratique. Une certaine avancée démocratique. Monsieur Yeo Kabané, quand on parle d'élections en Afrique, on a toujours peur. Il y a cette crispation autour des élections. Vous déjà, comment vous analysez ces dernières élections qui viennent de se tenir? Bon, effectivement, quand on parle d'élections en Afrique, souvent j'aime dire, quand les élections arrivent, les citadins fuient pour aller dans les villages. Les villageois fuient pour aller, n'est-ce pas, en brousse. Et cela dénote d'une certaine psychose. Mais concernant ces élections-là, il faut effectivement, c'est mitigé. Mais moi, je ne vais pas employer ce mot. Je pense que c'est alarmant pour dire qu'il y a une alerte qui est sonnée, vu la qualité des élections. C'était des élections locales. On a connu des élections présidentielles, législatives. On n'a pas eu, n'est-ce pas, ces dégâts humains. Parce que pour nous, pour des élections locales, compter un mort, c'est trop pour la Côte d'Ivoire. On aurait dû tirer, n'est-ce pas, les leçons de ce qui s'est passé. Mais c'est un symptôme pour nous. Ça tire la sonnette d'alarme pour dire qu'il y a du travail à faire par rapport aux échéances prochaines, qui sont encore d'un autre enjeu. Voilà, un enjeu beaucoup plus important en griffe. Mais j'aimerais m'arrêter encore une minute sur cette mobilisation au niveau des élections locales. Quand on parle de l'élection présidentielle, il y a un engouement mais extraordinaire. Mais quand on en arrive à la question des élections locales, où il s'agit de choisir ces personnes-là qui vont gérer au quotidien notre société, qui vont faire une politique de proximité, il y a ce désamour-là, les populations ne viennent pas. On a été à 36% pour ces élections locales, alors qu'on attendait beaucoup plus. Qu'est-ce qui explique cette démotivation ou cette démobilisation des électeurs, Jean-Claude? Non, ce n'est pas un fait nouveau, ce n'est pas un phénomène nouveau. C'est vrai, c'est un paradoxe, mais ce n'est pas un phénomène nouveau. Le taux de participation, en tout cas depuis que la Côte d'Ivoire est devenue multipartite, tourne autour de 40%. Tourne autour de 40%. Ce n'est pas seulement aujourd'hui. C'est depuis l'ère du fouet, dans le parti unique, mais où on avait décidé que les maires soient élus, ça a été toujours comme ça, c'est autour de 40-45%, pas plus. Ça a été toujours comme ça, donc ce n'est pas un fait nouveau. Mais en fait, si par exemple de 2013, où on a été autour de 46%, le taux de participation, on est retombé à une trentaine de pourcentages. C'est dû au fait qu'il faut reconnaître qu'il y a un certain désamour entre, en tout cas, l'offre politique et la population. Aujourd'hui, après plus de 20 ans de multipartisme, les politiciens n'ont pas compris que l'électorat ivoirien a atteint une certaine maturité. Et dans cette maturité-là, si l'offre politique n'est pas du tout à la hauteur, il est clair que il y aura ce qu'on appelle un désintéressement par rapport même au vote, qui est, il faut le reconnaître, en tout cas, la meilleure expression pour un peuple vraiment de désigner
ses représentants. Vous parlez de l'offre politique qui est à revoir. Oui. Là, j'aimerais m'arrêter aussi avec vous, Yeo. Au-delà de la présentation que j'ai faite de vous, vous êtes aussi candidat. Vous étiez candidat à la municipale à Abobo. Okay. Alors, dans cette commune-là, comment vous pouvez apprécier l'électorat? Il y a eu cette démotivation là-bas ou il y a eu un engouement dans cette localité? Non, la démotivation est générale. C'est général, Abobo n'a pas fait l'exception. Concernant effectivement le désamour dont tu parlais, l'indifférence, effectivement c'est dû, n'est-ce pas, au climat, l'environnement politique même, au-delà même de l'offre, l'environnement politique. Vous voyez que ces élections se sont déroulées dans un climat de tension. On a vu une tension entre, n'est-ce pas, les acteurs politiques, à propos même d'abord de l'arbitre de ces élections. L'opposition avait souhaité, dans son ensemble, qu'on puisse recomposer, n'est-ce pas, la commission électorale. Souvent, on pense que c'est fait de la surenchère. Non, c'est le crédit de confiance. Est-ce que vous voyez? Il faut d'abord qu'il y ait un consensus autour de ceux qui organisent les élections. D'accord, mais cette commission électorale, dans le discours du chef de l'État, il a promis réformer cette commission électorale. Oui. Donc je pense que le gouvernement a tiré des leçons de ces élections aussi. Ah oui, vous parlez de... Non, je parlais du premier discours, le discours du 7 août, où il a dit que ça serait pour l'élection présidentielle. Mais on pouvait économiser tout ça, parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé réellement. Si il faisait un geste dans ce sens-là, le taux de participation dont on parle, c'est vrai, il y a une bonne partie qui a boycotté. L'opposition FPI, tendance feu, Abdraman Sangaré, n'a pas participé à ces élections. Est-ce que vous voyez? Ce n'est pas ce qui justifie en grande partie le taux d'abstention, mais c'est important quand même. Donc, d'abord la crispation autour. Maintenant, ensuite, l'offre politique, comme il le dit, mais nos populations, il y a une question de culture démocratique et électorale. Parce que nous avons écouté des discours politiques de certains candidats, mais ils sont passés. Mais nous sommes vertus en tant que, là je parle en tant que candidat, à proposer. Donc aujourd'hui, ce n'est pas trop le contenu. Souvent, c'est l'attachement à un parti politique, ou bien c'est l'individu qu'on vote. Les programmes politiques, aujourd'hui là, il y a beaucoup d'Ivoiriens, c'est vrai, il y a une certaine classe qui est en train d'émerger, à s'intéresser au programme, mais la grande majorité, les programmes ne leur disent rien. Jean-Claude, vous partagez ce point de vue? Non, je ne partage pas trop. J'ai dit, quand j'ai dit il y a un désamour, le désamour vient du fait que, après plus de 2 décennies de pratiques démocratiques, la classe politique a montré qu'elle n'est plus crédible aux yeux des populations. Vous savez, quand vous promettez, lorsque vous n'êtes pas au pouvoir, et qu'après que vous revenez au pouvoir, vous arrivez au pouvoir, vous ne faites pas ce que vous avez promis, il y a un problème de confiance. Aujourd'hui, c'est ce problème de confiance-là qui plombe le taux de participation des électeurs. Parce qu'ils se disent quoi? Nous allons nous évertuer à aller dans les urnes, à désigner nos représentants. Mais est-ce que ces représentants-là vont s'occuper véritablement de nos problèmes, de nos préoccupations quotidiennes? On se rend compte qu'il y a ce déphasage, il y a ce décalage-là entre les problèmes, les véritables problèmes que vivent les populations et l'exercice même du pouvoir politique en Côte d'Ivoire, et même administratif. Et là, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour corriger cela? C'est simple, il faut revenir aux fondamentaux. Il ne faut pas faire de la politique politicienne, il faut faire de la politique. La vraie politique. La vraie politique, c'est se mettre au service des populations. C'est être proche de leurs préoccupations. C'est cela la vraie politique. Et c'est ce qui manque à la classe politique ivoirienne. Ce n'est pas seulement un phénomène ivoirien. Ce phénomène est mondial. Voyez-vous, dans les grandes démocraties, c'est la même chose. Le taux de participation est en baisse à cause justement de ce problème de confiance. Aujourd'hui, la population estime, vous voyez par exemple le phénomène des gilets jaunes en France. Ça découle un peu, si vous voulez, de cette situation où le politique arrive au pouvoir. Il a des projets, il a une offre politique vraiment alléchante. Et les gens sont d'accord, on le suit. Mais après, qu'est-ce qui se passe? On n'est plus véritablement dans les vrais problèmes, mais on est dans les tactiques politiques, dans ce qu'on appelle les petits calculs politiciens pour se maintenir au pouvoir. C'est ça qui est notre préoccupation, mais on relègue au second plan
le véritable problème des populations. Mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, avec ces personnalités qui sont passées lors de ces élections-là, est-ce que vous pensez qu'il y a véritablement un changement qui est amorcé? Est-ce que vous pensez que ce n'est pas juste des postes politiques qu'ils ont essayé de s'accaparer, mais qu'il y aura véritablement quelque chose dans le vécu des populations? Bon, avant de répondre à cette question, j'adhère totalement à ce que la classe politique ivoirienne, vraiment dans son ensemble, a failli, n'est-ce pas? Et qu'il faut même innover ou bien renouveler cette classe-là, d'accord. Mais je dis que la meilleure réponse que la population devrait apporter, ce n'est pas en désertant les bureaux de vote, ce n'est pas en boycottant. Au contraire, l'occasion leur est donnée de confirmer ou de sanctionner un élu. Mais quand vous n'allez pas voter, quand vous restez à la maison, et que 5 partisans de ce même élu qui a trahi vont voter, il est reconduit à votre tête et il sera votre représentant. Donc, il ne faut pas apporter, n'est-ce pas, les mauvaises solutions aux vrais problèmes. Donc, c'est vrai qu'ils faillissent, mais en retour, les populations elles-mêmes, elles sont aussi responsables en partie de ce qui leur arrive parce qu'elles décident de l'inaction ou de l'indifférence, qui n'est pas une bonne option. Qui n'est pas une bonne option. Et on a vu aussi au cours de ces élections-là, il y a eu des listes qui ont été votées et il se trouve qu'en conseil municipal, où il faut désigner maintenant le maire, il y a eu des cas où la tête de liste a été destituée ou remplacée au profit de quelqu'un d'autre. Comment vous expliquez ce changement-là? D'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer en 1 minute comment se passe le scrutin municipal? La population, après un conseil municipal, comment ça se passe? Oui, depuis que la loi, en tout cas sur la loi concernant portant sur le fonctionnement et organisation des conseils municipaux, ça a été toujours comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une liste qui est là. Mais cette liste n'est pas une liste arrêtée. C'est une liste, en tout cas, qui va à la conquête des électeurs. Et ensuite, le conseil municipal se réunit en section solennelle pour désigner véritablement, pour confirmer ou infirmer la tête de liste. Mais je ne suis pas d'accord avec vraiment cette loi-là. On avait dit dans son temps que cette loi devait changer. Il y avait eu même un projet de loi qui courait qu'on allait juste maintenant changer cette loi et faire en sorte que la tête de liste soit vraiment, en tout cas, celle qui doit diriger le conseil, même après les élections. Mais ça n'a pas été fait. Et vous voyez, ici, ça pose un problème de légitimité. Ça pose un problème de légitimité. Ce qui s'est passé à Daloa est scandaleux. C'est vraiment scandaleux. Voyez-vous, on nous présente un candidat qui est la tête de liste. Et on met dans l'esprit des électeurs que c'est celui-là, dès que vous le votez, c'est lui qui sera le maire. Et en conseil municipal solennel, on décide de choisir quelqu'un d'autre. Mais c'est une haute trahison. C'est une question de positionnement politique aussi. Mais au-delà même de cet aspect-là, peut-être on va revenir tout à l'heure, mais il y a des communes où les élections se sont passées, on a repris ces élections, mais jusqu'à présent, les résultats sont encore contestés et l'État ou le gouvernement a finalement pris une mesure d'installer des délégations spéciales. Non, on va revenir sur ce sujet tout à l'heure. Permettez-moi, on va voir juste un élément où le préfet du district d'Abidjan nous éclaire un peu sur cette délégation spéciale. Suivons cet élément. Il y a la nécessité de respecter nos textes et nous ne pouvons pas laisser une vacance ou un flottement dans la gestion administrative. Les populations ont besoin de poser des actes courants de la vie quotidienne. Et ces actes-là sont dirigés par des textes et par des hommes qui assurent l'animation des services communaux. Donc en mettant en place cette délégation spéciale ici à Port-Boué, on permet cette continuité du service public. Nous sommes tous acteurs du développement et nous participons au renforcement du développement local parce que la Côte d'Ivoire a renforcé sa décentralisation parce qu'il n'y a que par le développement de proximité qu'on peut tirer le développement vers le haut et non pas le contraire. Donc nous sommes tous conscients de la nécessité de renforcer. C'est pour cette raison qu'on fait des formations, que les lois sont toujours là, que les maires sont toujours écoutés, les présidents des conseils régionaux. Donc je voudrais rassurer tout le monde que c'est un acte de gestion qui est prévu par la loi. Et cette loi a été prévue en temps de paix, au moment où il n'y avait pas de problème du tout. Mais la loi est anticipative, elle prévoit tous les cas de vacances. Et ici, nous attendons que la Chambre administrative de la Cour suprême se prononce sur les contentieux présentés devant elle. Et à l'issue de ça, si c'est fait demain, on retrouve une situation de continuité.
il est clairement écrit dans l'arrêté qui crée la délégation spéciale, mais également dans la loi, que les personnes qui exercent cette délégation spéciale n'engagent pas de dépenses d'investissement. Il y a des fonctionnaires qui doivent travailler, c'est des salaires. Il y a la salubrité qui doit être permanente parce que c'est des maladies qui peuvent venir. Ce sont ces actes de gestion courante qui sont faits, mais aucun acte nouveau ne vient. Un enfant qui est né aujourd'hui n'attend pas que quelque chose, un événement juridique ou autre survienne pour avoir son extrait de naissance. Il faut qu'il est sur place. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Alors Jean-Claude, au vu de cet élément-là, on a la commune de Port-Bouët, comme c'est le cas de ce que le préfet vient de mentionner, mais il y a la commune du Plateau, Rubino et bien d'autres, Grand Bassam, la délégation. Comment vous l'appréciez dans la situation politique actuelle? Non, moi je suis un légaliste. Tant que ça n'enfreint pas la loi, il n'y a pas de souci. C'est ce qu'il a dit, en fait, il a expliqué. En fait, la délégation, qu'on appelle ça spéciale, n'est pas une invention, en tout cas, du régime en place, ou bien, je ne sais pas, de ce que nous voyons, ou bien parce qu'on veut forcément contrarier les intérêts des uns et des autres. La délégation spéciale est bien dans les textes de Côte d'Ivoire concernant les collectivités locales. Il y a un problème au plateau, parce que tous les regards sont autour du plateau par rapport au contexte dans lequel les élections se sont déroulées. Et c'est ce qui fait qu'effectivement, il y a ce problème-là. Mais n'oublions pas qu'au plateau, il y a eu une malversation. On parle de 6 milliards qui a été pompé de 2008 à 2017. Oui, mais là, on en revient parce que jusque-là, nous n'avons pas toutes les informations sur ce dossier. Je vais terminer en disant que, en fait, en réalité, pour le plateau, c'est un problème, je dirais, un peu plus particulier. Même pour les autres, c'est-à-dire que Rubino, Boko, etc. et tout, c'est dû au fait qu'après le 31 décembre, il n'y a pas eu véritablement de passation de charges à cause des contentieux des différents contentieux devant la Chambre administrative de la Cour suprême. Et quand c'est comme ça, puisque la période, le délai a expiré, la tutelle est obligée de prendre ses responsabilités. C'est pour ne pas qu'il y ait de vacances. Parce que n'oubliez pas que dans nos mairies, il faut signer les actes de naissance, il faut célébrer le mariage, il faut signer aussi même les actes de décès. Et il y a des travaux qui ont été engagés. Il ne faut pas véritablement pénaliser, en tout cas les citoyens, les populations, les administrés. C'est pourquoi la délégation spéciale a été prise dans ces choses, dans ce cas particulier. Monsieur Yeo, vous partagez ce point de vue sur la délégation? Oui, effectivement, comme le nom le dit, une délégation spéciale. Il faudrait que vraiment ce soit spécial et donc temporaire. Il ne faudrait pas asseoir une gestion de fête. Est-ce que vous voyez? Sinon, jusqu'à présent, on continue de signer et de célébrer des mariages au plateau. Est-ce que vous voyez? La période de validité est définie par l'État. Les maires, normalement, leurs fonctions prenaient fin en avril. Mais l'État a pris, le gouvernement a pris un décret pour prolonger jusqu'au 31. Il pouvait prolonger, mais elle a décidé d'appliquer l'article 43 régissant les délégations. Mais nous souhaitons que ce soit vraiment un cas spécial et que ce soit temporaire. Dès que la Chambre administrative se serait prononcée, pour voir si les élections sont confirmées, s'il faut encore les reprendre, en tout cas, il faudrait que ce soit temporaire et non une gestion de fait. À ce niveau, je vais rassurer un peu ceux qui nous regardent, les téléspectateurs, pour leur dire en fait la délégation spéciale ne doit pas en principe aller au-delà de 3 mois. C'est vraiment un statut, si vous voulez, qu'on appelle ça, oui, un statut particulier, mais qui ne va pas au-delà de 3 mois. Elle est renouvelable. Elle est renouvelable. Il ne va pas au-delà de 3 mois. Donc je crois que si la Chambre administrative de la Cour suprême, en tout cas vide le contentieux à ce niveau-là, que ce soit à Grand Bassam, à Boko, à Rubino, ou bien à chose qu'on appelle ça... le plateau? Non, le plateau c'est spécial. Le plateau c'est spécial parce qu'il s'agissait de faire la passation de charges entre, en tout cas, le maire intérimaire et le maire qui est élu. Mais c'est avéré que le maire intérimaire a porté plainte. A porté une plainte qui fait un autre sujet sur lequel on reviendra tout à l'heure. Mais déjà, je pense que dans les autres localités, les choses vont rentrer en ordre. Très vite. Très vite. Donc on attend 3 mois maximum pour voir ce qui sera fait. Tout à fait, voilà. Mais déjà, ces élections-là, est-ce qu'on peut dire que c'est un test grandeur nature par rapport aux prochaines élections, les présidentielles? Oui, on peut le dire. On peut le dire, sauf qu'en Côte d'Ivoire, on assiste à une recomposition, n'est-ce pas, du champ politique.
avec l'alliance RHDP qui s'est cassée, le PDCI aujourd'hui qui est en opposition frontale avec son ex-allié, principalement le RDR, la constitution du parti unifié, le rapprochement, n'est-ce pas, du FPI avec le PDCI, la tendance Soro avec ses mouvements de soutien. En tout cas, beaucoup de choses sont en train de bouger. On pense que d'ici là, beaucoup de choses peuvent se passer avant 2020. Donc, ces élections-là peuvent être effectivement, comme on dit, pouvoir un baromètre déjà, pas sur l'emprise électorale, parce que c'était des élections locales. En Côte d'Ivoire, le champ est fortement politisé. Une fois qu'on parle d'élection présidentielle, les réflexes changent. Ce n'est plus les mêmes réflexes qu'aller à une élection présidentielle. Donc, beaucoup de choses peuvent se passer. Oui. D'accord, mais déjà, je vous redonne la parole tout à l'heure. Mais est-ce qu'on peut dire le RHDP, ces regroupements qui se font, le PDCI qui va un peu fragiliser, il y a deux nouvelles tendances, PDCI Renaissance, sur la trace du fouet, le PDCI qui pas fragilisé, le FPI qui pas aussi fragilisé, il y a trois courants FPI. Est-ce qu'on n'ouvre pas la voie pour le RHDP? Rapidement, Jean-Claude. Non, moi je pense que je ne crois pas véritablement. C'est vrai que ça peut être important. Parce que pour aller véritablement à une élection nationale, parce que ce n'est plus une élection locale, il faut avoir une machine électorale derrière soi. Ça, c'est une évidence. Mais c'est-à-dire qu'elle ne pèse pas à 80% comme certaines personnes peuvent le penser. Une élection, comme l'a dit un grand homme politique, pour le citer, le général de Gaulle a dit, c'est un rendez-vous entre un homme et son peuple. L'élection présidentielle, c'est un rendez-vous entre un homme et son peuple. Donc l'équation personnelle compte plus que, véritablement, qu'on appelle ça, les alliances politiques et vraiment la tactique ou bien la stratégie qu'on met en place pour parvenir à la magistrature suprême. Donc c'est pour vous dire que vous pouvez avoir une machine électorale assez huilée, qui a une assise nationale, et puis vous pouvez échouer. Parce que vous n'avez pas choisi le bon cheval. Vous n'avez pas choisi véritablement l'homme qu'il fallait. Parce que les populations aujourd'hui ne regardent pas, quand il s'agit des élections présidentielles, ils regardent la personne qui incarne vos idéaux, qui incarne en tout cas votre programme de société. Si vous n'avez pas choisi l'homme qu'il faut, vous allez avoir les lieutenants qu'il faut. Mais lorsque vous allez devant les populations, si l'homme que vous avez choisi n'est pas à la hauteur, vous estimez qu'il n'a pas la carrure, en tout cas pour représenter les populations, mais vous risquez vraiment d'avoir des déconvenus. Voilà. Et cela s'est ressenti dans le choix des personnes lors de ces élections locales. Si vous aviez un mot de fin, quelle perspective, quelle vision vous avez pour la politique en Côte d'Ivoire pour les prochaines échéances présidentielles? Moi, en tout cas, mon souhait, c'est que les élections de 2020 se déroulent comme celles de 2015, où on a eu moins d'incidents, pas trop de problèmes. Mais je pense qu'il y a un peu trop de surenchère autour, et c'est normal. Nous sommes dans une recomposition, et nous sommes en train de fermer, si vous voulez, une parenthèse politique. Il y a un cycle qui se ferme, un cycle générationnel, si vous voulez. Donc il est normal que les appétits soient aiguisés. Les appétits soient aiguisés parce qu'on estime qu'il y a une place à prendre. Mais je pense qu'au fur et à mesure que nous allons nous approcher, en tout cas, la tension va s'estomper. La Côte d'Ivoire ne va pas disparaître comme certains sont en train de prédire, certains oiseaux de mauvaise augure, si je peux m'exprimer, s'ils sont en train de prédire, la Côte d'Ivoire ne disparaîtra pas. Il y aura certes des tensions, mais je pense qu'avec la culture démocratique que nous avons désormais, les choses vont se tasser. Mon souhait est qu'en 2020, les élections se déroulent le plus démocratiquement possible. Et dans la paix. Et dans la paix. Pour que notre pays, vraiment nos populations continuent de bénéficier de cette stabilité retrouvée, de cette paix retrouvée. Voilà. Alors, Monsieur Yeo, je vais vous donner la parole pour votre mot de fin. Mais déjà, rassurez-nous, est-ce qu'on doit avoir l'exclusivité? Vous étiez candidat à la mairie d'Abobo. Est-ce que, par hasard, vous pensez à 2020? Bon, comme il a dit, 2020... il y a beaucoup de possibilités. Nous sommes en train d'étudier, de voir, n'est-ce pas, la nécessité ou l'opportunité, mais ça pourrait arriver. Maintenant, comme mot de fin, effectivement, la paix, c'est le mot le plus partagé par les Ivoiriens. La paix, la paix, la paix. Mais comme le dirait Feu, le président Fauboigny, ce n'est pas un vain mot. C'est un mot qui se construit. C'est un mot, n'est-ce pas, qui demande
des actions. La première des choses, il faut que la classe politique ivoirienne, dans son ensemble, opposition comme pouvoir, n'est-ce pas, puisse dialoguer. Un dialogue inter-ivoirien franc, sans mépris, inclusif. Parce que, comme on le dit, cette Côte d'Ivoire-là, c'est la chose commune. Nul n'est plus propriétaire de la Côte d'Ivoire que l'autre. C'est notre pays commun. Et aucun sacrifice n'est de trop. Si c'est arrivé hier, ça peut arriver aujourd'hui. Je parle des grabuges. Et à propos de l'organisation des élections, je reviens encore sur la CEI, la Commission électorale indépendante. Il est bien pour tous les Ivoiriens que cette CEI-là soit reconstituée de façon consensuelle, de sorte que pas seulement la classe politique, même la société civile puisse avoir sa place et son mot à dire, de sorte à équilibrer les choses entre les Ivoiriens. Là, le président l'a mentionné dans son discours. Non, il a dit, mais il a dit, nous voulons des actions concrètes. Est-ce que vous voyez? C'est important. Comparaison n'est pas raison. Où est-ce qui est en train de se passer au Congo? Il y a trop de suspicions. Quand il y a la suspicion, c'est la porte ouverte à beaucoup de choses. On n'y arrivera pas là. Des actions concrètes seront mises en place. Merci, M. Jean-Claude Coulibaly, d'avoir accepté notre invitation. Merci, M. Yeo. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, aujourd'hui, nous parlions du bilan des élections locales en Côte d'Ivoire et des perspectives face aux échéances présidentielles à venir dans 2 ans. Vous restez sur Medi 1 TV. L'information reprend ses droits tout à l'heure. À très vite sur Medi 1 TV.